démarrer l'enregistrement. Et donc, nous commençons par les corrections des exercices qu'il y a à faire pour aujourd'hui. Alors, il y en avait 3,5. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Pronote. Je me suis dit que c'était quand même un peu beaucoup, 4 exercices. Donc, à un moment donné, j'ai écrit que si vous n'aviez pas le temps, vous pouviez le sauter. Donc, c'est peut-être quelque chose que je ne vais pas forcément corriger aujourd'hui. Mais voilà. Alors, je vais commencer du coup par la correction du 46. C'est une belle équation différentielle, c'est très classique celui-là. Il vous demande de résoudre l'équation différentielle y' égale à moins y. J'espère que vous remarquerez que donc il a juste coupé de cette équation-là la partie qui la rendait non homogène. D'accord? Donc une fois qu'elle est homogénéisée du coup, on peut la résoudre facilement. Donc toutes les solutions, elles vont être de la forme c fois e à la puissance moins x. Moins x, c'est le moins 1 que vous voyez devant le y. D'accord? Donc ça, c'est déjà la solution. Voilà, c'est rapide, c'est facile, c'est fait. Deuxièmement, justifier que l'ensemble des solutions de E est formé des fonctions f de la forme. Et ici, justement, on retrouve notre solution. Et puis, il rajoute 1 avec c un réel quelconque. Alors, pourquoi il rajoute 1? Parce que du coup, la seule explication logique que nous, on peut fournir, c'est de remarquer que 1 doit être une solution particulière. Donc, ce qu'on doit faire, en fait, c'est juste de vérifier si c'est vrai. Et vous allez voir bientôt, hein, c'est clairement vrai. Vous prenez effectivement la fonction 1. Donc, imaginez de prendre f de x égale... Ah, pardonnez-moi, f de x, on l'a déjà utilisé comme nom. Donc, bon, je vais l'appeler r de x. Allez, r de x égale à 1. R' de x, clairement, ça fait 0. Je remplace ces deux fonctions là-dedans. Et bien, vous allez trouver 0 égale moins 1 plus 1. Et j'ai l'impression que ça, c'est bien vrai. Donc, R de x égale à 1 est bien une solution particulière. Donc, toutes les solutions, grâce au théorème vu en cours, sont de cette forme-là. Oui. Bonjour. Est-ce que Thierry est là? Il est là. Je peux prendre des affaires, s'il vous plaît. Bon, heureusement que c'était après ton passage. Et je vais plus en cours? Ouais. Hein? T'es isolé, ouais. Dommage. Je trouve aussi, mais bon, au moins il a pu faire ce que vous voyez pas, c'est lui qui l'a fait quand même. C'est pas ta journée, mais elle avait bien commencé. D'accord? Au revoir. C'est un peu déprimant. Essayez de rester positif. Je sais que c'est pas facile, mais... Donc, on a fait le 46. Est-ce que vous avez des questions? Non? Sûr, hein? Ça, c'est facile, c'est devenu clair pour tous. Ok. Le 126, alors. Alors, on est toujours dans les équations qui ne sont pas homogènes, du coup. Et on nous donne, du coup, une équation qui a l'air un peu plus compliquée. On ne va pas se le cacher, hein. Et il va noter donc E, l'équation verte, et E', vous voyez ici, l'équation différentielle qui est, comme par hasard, l'homogène associé de la première. Bon, première question à résoudre E'. Encore une fois, ça on sait le faire, à condition d'écrire que ça c'est équivalent à y' égale moins 4y. Et donc de remarquer que du coup, toutes les solutions constante fois e à la puissance moins 4x. Donc encore une fois, c'est une constante réelle. Voilà. Donc ça, c'est les solutions de l'équation bleue. N'oubliez pas, hein, ce n'est pas 4x, c'est moins 4x parce que pour avoir les solutions de cette forme-là, il faut que je l'écrive d'abord comme y' égale moins 4y. Bon.
Question 2. Montrez que la fonction g définie sur R par, et là vous avez une fonction, est une solution de E. Alors là, du coup, je vais travailler un peu avec g de x, donc je vais me la copier juste à côté. Et ce que je vais faire, vous savez, ça va être de la dériver d'abord, séparément, pour ne pas trop mélanger les choses. Alors g de x donc, est égal à 1 demi x moins 1 douzième. Alors qu'est-ce qu'on a dit? 1 demi x moins 1 sur 12, le tout multiplié fois e à la puissance 2x, si ma mémoire est bonne, effectivement. Donc ça c'est g, g' de x, ça va être du coup, alors je vous rappelle que là vous avez deux facteurs, ça fois ça. Donc je vais effectuer toujours la même règle, la dérivation d'un produit, et donc je commence par faire la dérivée du premier facteur, qui est donc tout simplement 1 demi, fois donc la deuxième fonction non dérivée, e à la puissance 2x, le tout additionné à la première fonction, cette fois-ci non dérivée, donc 1 demi x moins 1 douzième, fois la dérivée de la deuxième fonction. Alors la deuxième fonction, c'est une exponentielle composée avec la fonction 2x, donc sa dérivée, c'est e à la puissance 2x, fois la valeur de la dérivée de 2x, donc c'est tout simplement 1, 2. Voilà, je vais essayer de simplifier un peu cette expression parce que voilà, là, elle est un peu longue. Et pour la simplifier, ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est de commencer par mettre un facteur commun, l'exponentiel. Alors, si je mets un facteur commun, l'exponentiel, qui est donc ce facteur qui apparaît dans les deux expressions, je vais trouver e à la puissance 2x fois, grosse parenthèse, 1 demi plus 1 demi x moins 1 sur 12. Et attention, hein, moi j'ai mis un facteur commun e à la puissance 2x. Et là, il y a un fois 2. Mais ce fois 2, il est en train de multiplier tout ça. Hein. Donc, quand je réécris après dans le passage suivant, là, il faut faire un peu attention. Parce que du coup, c'est ça la mise en facteur commun. J'espère que vous retrouvez du coup... Hein, il y a e à la puissance 2x qui se retrouve ici. Et ensuite, j'ai 1 demi qui se retrouve là. Et toute la partie verte qui reste dans le deuxième terme. J'espère que vous retrouvez les morceaux avec les couleurs. Est-ce que ça va? Moi, j'ai une palette assez riche en couleurs, je sais. Mais quand vous êtes chez vous, vous pouvez faire les calculs doucement. Là, je suis en train d'aller un peu vite, je l'avoue. Mais c'est parce que voilà, j'ai beaucoup d'exercices à faire. Et surtout, un nouveau chapitre a commencé. Joie, bonheur, etc. Alors, ici, il me reste donc l'exponentielle de 2x fois, là, je vais faire la double distributivité du 2, que je vais donc faire taper ici et ici. Et donc, je me retrouve avec 1 demi plus 1 demi x fois 2, ça fait tout simplement x. Et 1 demi, excusez-moi, moins 1 douzième fois 2, du coup, ça fait moins 2 sur 12. Ça fait 1 sur 6, du coup. Voilà. Donc finalement, j'ai e puissance 2x multiplié fois, alors x il est tout seul, et ensuite j'ai 1 demi moins 1 sixième. Alors 1 demi moins 1 sixième, du coup ça fait dénominateur commun 6, ça c'est du coup 3 sur 6, c'est 1 demi, moins 1 sixième, donc c'est moins 1. Tout ce qu'il reste dans cette fraction, ça va être du coup x plus 3 moins 1, ça fait 2. 2 sur 6, je pense que vous le voyez, ça fait 1 tiers. Donc, toute la dérivée de cette fonction, alors je sais, c'était un peu long, hein, mais une fois simplifié, c'est plus agréable à lire. C'est e à la puissance 2x fois x plus 1 tiers. Est-ce que vous aviez trouvé ça? Je vais poser la question inverse. Qui n'avait pas trouvé ça? D'accord. Pour une question de problème dans la dérivation, c'est ça? Les problèmes calculatoires comme ça peuvent arriver, hein, il faut le savoir. Alors, je vais juste me colorer ça. Comme ça, je sais que lui, c'est la dérivée. Oups. Je sais également que lui, c'est la... Ah, du coup, une autre couleur peut-être. Je sais du coup que lui, c'est la fonction. Et je vais me la colorer rouge, allez. Comme ça.
Maintenant, je vais mélanger les deux dans l'équation différentielle. Alors, l'équation différentielle était, parce que je dois vérifier que c'est une solution, hein, je vous rappelle. L'équation différentielle était y' plus 4y égale 3x e à la puissance 2x. Alors, attendez parce que c'est long. y' plus 4y égale 3x e à la puissance 2x. Oui, c'est ça. Donc maintenant, ce que j'ai à faire, c'est de remplacer au bon endroit. Donc le rouge, ça va être ici, dans le 4y. Et le violet clair, le lilas peut-être, il va être ici, d'accord, dans le rôle de y'. Évidemment, la partie rouge, ça va être multiplié fois 4. Hein. Donc là, si vous voulez, je peux vous écrire que du coup, ça, ce sera g' de x. D'accord. Là, il y aura le plus 4, et là, je vais mettre g de x. Tout cela doit être égal à 3x e à la puissance 2x. Donc maintenant, je vais me concentrer sur ce calcul-là. G', ça va être e à la puissance 2x fois x plus 1 sur 3, plus 4 multiplié fois 1 demi x moins 1 douzième. Tout cela, encore une fois, multiplié fois e à la puissance 2x. Tout cela doit être égal à 3x e à la puissance 2x. Voilà. Alors maintenant que j'ai tout recopié, je peux juste me concentrer sur cette expression. Alors, je vais la faire doucement. Je commence par le premier calcul, c'est la double distributivité de ce 4 que je vais faire, du coup, rentrer dans la première parenthèse. Je réécris donc e à la puissance 2x fois x plus 1 sur 3. Et d'ailleurs, je remarque qu'ici, il y a ce e à la puissance 2x. D'accord? Ça va être utile pour la suite. Plus, alors, 4 fois 1 demi x, ça fait 2x. 4 fois 0,5, ça fait 2. Et après, il y avait x. 4 fois moins 1 douzième, ça fait moins 4 sur 12. Et 4 sur 12, on sait qu'on peut le simplifier et ça devient... Ça fait 1 sur 3, exactement, bravo. 1 sur 3. Et je remarque que, encore une fois, il y a cette joyeuse multiplication fois e à la puissance 2x juste ici. Tout cela égale à 3x e à la puissance 2x. Voilà. On l'a juste à côté. Bon, je vais donc mettre un facteur commun e à la puissance 2x, comme j'ai fait tout à l'heure. E à la puissance 2x qui multiplie donc. Et là, je vais donc écrire les contenus des deux parenthèses. La première, c'est x plus 1 sur 3, plus, ce plus-là, c'est celui-là, hein, 2x moins 1 tiers. Parenthèse fermée, égale du coup à 3x e à la puissance 2x. J'espère que vous voyez qu'on a gagné parce que dans la parenthèse, il se trouve que j'ai 1 tiers moins 1 tiers. Bim et bim, ça disparaît. Et x plus 2x, je pense que vous êtes plutôt content de remarquer que ça fait bien 3x. Et donc, je me retrouve avec e à la puissance 2x fois 3x égale à 3x fois e à la puissance 2x. Et ça, on sait qu'on a gagné, on le sait, parce que c'est la même chose d'un côté ou de l'autre grâce à la propriété commutative. Donc, je peux en déduire que j'ai trouvé une solution g de x est une solution, comment on l'avait appelée déjà? Particulière. Ok, bonheur et joie parce que maintenant je peux écrire donc toutes les solutions de la première équation différentielle. Celle qui m'est posée comme question dans la question numéro 3. Hein.
déterminer la solution générale de E. Alors du coup, je vais exploiter tout ce que je sais. Je sais qu'il y a le morceau homogène, donc C fois E à la puissance moins 4x, bien sûr, plus la solution particulière qui est donc 1 demi x moins 1 douzième fois E à la puissance 2x. Alors ce type de question, ça va être vraiment, voilà. Le niveau de celle-là était honnêtement un peu élevé parce qu'il y avait quand même des calculs qui n'étaient pas exactement évidents. Mais en tout cas, d'un point de vue théorique, j'espère que vous remarquerez qu'elle est plutôt facile. D'accord? Il y avait des questions guidées, voilà, on comprend où est-ce qu'il est en train d'aller. Est-ce que vous avez besoin que je vous raffiche les calculs? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de terminer de les recopier. Non, ça va? Est-ce que vous avez des questions sur la méthodologie, sur quelque chose? Si ce qui vous fait bloquer, ce sont les calculs, rassurez-vous sur le fait que voilà, là on est en fin de chapitre, donc les exercices sont un peu difficiles. Demain, il y aura peut-être des choses un peu plus simples, mais la technique c'est la même, absolument la même. Disons qu'on n'est pas aussi facile que le premier exercice, qui était un peu simple, hein, on ne va pas se le cacher, mais ça ne va pas être non plus trop dur. Bon, ok. Le 127. Alors, le 127, c'est... attendez un instant. Non, ok. Tout le texte est là, parfait. Le 127, donc, c'est encore du même style, mais cette fois-ci, c'est un exercice dans lequel il faut qu'on détermine les deux constantes qui font que cette solution-là, on va pouvoir la déterminer précisément. Donc, attention, encore une fois... ici, l'idée, c'est qu'on ne connaît pas les deux valeurs qui vont faire marcher la solution particulière U de x et on va devoir les déterminer. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer. Il nous conseille d'utiliser donc U de x de la forme fonction affine à x plus b fois E à la puissance x. Bah, du coup, nous, on va suivre le conseil de façon aveugle. Donc, est-ce que je peux effacer du coup tous ces calculs? Oui. Tac. Alors, je dois me recopier l'équation. C'était y' moins 2y égale à x fois e à la puissance x. Voilà, bingo. On va commencer du coup par prendre la fonction u de la forme ax plus b fois e à la puissance x telle que l'une nous l'avait proposée. Et maintenant, je vais la plonger là-dedans, mais pas avant d'avoir calculé à côté quelle est la valeur de sa dérivée, parce que sinon ça va être trop compliqué. La dérivée du coup, ax plus b dérivée, ça fait a, donc qui est multiplié fois e à la puissance x, plus exactement l'opposé, donc je vais garder ax plus b, et je vais dériver l'exponentielle, sauf que la dérivée de l'exponentielle, c'est encore l'exponentielle. Voilà, je vais me la réécrire, et je vais dire que du coup, ça va être excusez-moi, e à la puissance x facteur commun, parce que je le retrouve ici et ici. Et ici, la mise en facteur commun, elle est plutôt simple, parce que du coup, ça fait e à la puissance x fois a plus ax plus b. Donc ça, c'est e à la puissance x multiplié fois la fonction affine, ax plus, et ici, du coup, l'ordonnée à l'origine de cette fonction affine, ça va être a plus b. Voilà, comme ça, on le voit clairement. Maintenant, je remplace tout ce beau monde dans l'équation différentielle qui se trouve juste au-dessus. Y' est donc égal à e à la puissance x fois ax plus a plus b moins 2 fois du coup la fonction u de x. Ça fait donc fois ax plus b fois e à la puissance x. Ok? Tout cela, ça doit être égal à x fois e à la puissance x. Voilà.
Bon, j'ai écrit en bas, comme ça je ne dois rien effacer. Alors, je fais juste un petit calcul pour commencer. AX plus A plus B. Et là, je vais multiplier fois moins 2. Donc, je trouve plus. Alors, le moins 2, du coup, je le porte dedans. Ça fait moins 2 AX moins 2B fois E à la puissance X égale AX fois E à la puissance X. Il y a une raison pour laquelle j'ai fait ça. Ne vous inquiétez pas. En fait, la raison, c'est que moi, j'ai remarqué tout de suite que ici, il y a E à la puissance X. Ici, il y a E à la puissance X. Et ici, devinez quoi? Il y a l'exponentielle. Donc, E à la puissance X. Pour cette raison, je peux maintenant mettre un facteur commun dans le membre à gauche E à la puissance X. Et ça va me permettre de le simplifier dans le passage suivant. Et donc, je vais écrire AX plus A plus B. Et donc, ça, c'est le premier facteur, plus le deuxième, c'est-à-dire moins 2AX moins 2B. Égale à X fois E à la puissance X. Et là, je peux donc allègrement procéder à l'effacement de l'exponentielle. Maintenant, j'ai effacé l'exponentielle de x et je vous rappelle que ça, vous pouvez le faire parce que e à la puissance x, il n'est jamais égal à 0. S'il y avait la possibilité que e à la puissance x soit égal à 0, j'aurais été coincé parce que le risque de diviser par 0 aurait à ce moment-là été possible, alors que heureusement, donc, ce n'est pas le cas. Donc, je suis sain et sauf. Pourquoi j'ai envie de simplifier? J'ai envie de simplifier parce que maintenant, je vais juste comparer deux polynômes. Et donc, ça va être simple de décerner quels sont les coefficients dont j'ai besoin pour que cela marche. Premièrement, là, je vais avoir AX plus A plus B. Plus et moins, ça fait moins. Donc, ça, c'est moins 2AX moins 2B égale à X. Je peux même retirer les parenthèses, hein, elles ne servent plus à rien. AX moins 2AX, ça fait moins AX, plus A, et B moins 2B, ça fait moins B, égale à X. Ici, donc, on remarque que le polynôme qui se trouve à gauche et le polynôme qui se trouve à droite ont tous les deux le même degré, donc degré 1. Je remarque que ce polynôme-là, il a comme coefficient 1 fois x plus donc 0. Hein, ça, c'est la... Si je veux l'exprimer comme une fonction affine, ça c'est l'ordonnée à l'origine, c'est clairement 0. Et que le polynôme qui se trouve à gauche, de son côté, il a moins a comme coefficient de x, ce qui me dit que moins a doit être égal à 1. Et ensuite, je sais également que l'ordonnée à l'origine, pardonnez-moi, je change de couleur. Je sais ensuite que l'ordonnée à l'origine doit être a moins b, et qu'ici l'ordonnée à l'origine doit être 0. C'est-à-dire que je peux comparer et dire que moins a doit être égal à 1 et que a moins b doit être égal à 0. Ce système se résout très facilement parce que du coup, je peux affirmer que a doit être égal à moins 1. Et si a doit être égal à moins 1, je peux l'écrire dans la deuxième équation. Ça me fait moins 1 moins b égale à 0. Je vais donc porter le moins b de l'autre côté et ça me fait a égale à moins 1 et b il passe de l'autre côté et donc moins 1 égale à b. Donc a et b, tous les deux, ils sont égaux à moins 1. Qui n'était pas arrivé à cette étape? Soit parce que vous ne l'avez pas fait, soit parce que vous n'avez pas eu le temps, soit parce que vous n'avez pas eu... D'accord. Okay. Alors maintenant que j'ai fait ça, je peux conclure et dire que u de x doit être donc de la forme moins x moins 1 fois e à la puissance x. Et ça, ce sera ma solution particulière. Monsieur, Oui. le 1 à droite de l'équation est positif. Quel a à droite de l'équation? Le 1x. Lui? Ouais. Oui. Mais le moins 1, de l'autre côté, ce sera un moins. Vu qu'il y a un moins devant. Oui. Ici, tu veux dire?
Ok? Autre chose? Je disais que du coup, j'ai trouvé une solution particulière. Je vous rappelle que il me demande ensuite de trouver toutes les solutions de l'équation et que l'équation, c'était y' moins 2y égale à x fois e à la puissance x. Je vous le rappelle brièvement. Donc, l'homogène associé, ça va être y' moins 2y égale à 0. D'où je peux déduire. Donc ça, c'est E. L'équation homogène, je vais l'appeler E0, ça va être y' moins 2y égale à 0, qui est équivalente à y' égale à 2y. D'où je peux déduire que toutes les solutions de l'équation E sont toutes de la forme. Alors, je prends ma solution particulière, du coup, c'est-à-dire c'est-à-dire moins x moins 1 e à la puissance x plus c fois e à la puissance 2x. Voilà, voilà. Ai-je terminé? Non, il y a une dernière question qu'on ne va pas oublier par contre. Cette question étant... déterminer la solution de E qui s'annule en 0. Donc, il me demande de trouver une solution spécifique à partir de la solution générale. Donc, je veux la solution qui s'annule en 0. C'est-à-dire la solution telle que si je mets 0 à la place de x, donc si x est égal à 0, cette solution doit être égale à 0 également. Et alors, ça veut dire que si x est égal à 0, j'obtiens moins 0, moins 1 fois e à la puissance 0 plus c fois e à la puissance 2 fois 0. Ça doit être égal à 0. Faisons ce calcul. Je trouve moins 0, moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois e à la puissance 0, c'est moins 1 fois 1, donc je peux écrire juste moins 1. Plus c qui multiplie e à la puissance 2 fois 0, c'est e à la puissance 0. Et donc ça fait 1. Donc ça veut dire que tout ça doit être égal à 0. Mais alors, je peux déduire que c doit être égal à 1. Et si c, ça doit être égal à 1, la solution dont il me parle ici, c'est la solution suivante. La solution recherchée est moins x moins 1 exponentielle plus exponentielle de 2x. Tada! Alors, qui était arrivé jusque-là? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? D'accord. C'est votre droit, ne vous inquiétez pas. Ok. On est tous... c'est bon, hein, vous l'avez tous pris, tout ça? C'est bon? Ok. Sûr? Je peux passer à autre chose alors? Ok. Pardonnez-moi, j'ai besoin de me faire un peu beaucoup d'espace. Donc j'efface tout. Parce que, bonheur, cahier court. Oh punaise, j'ai oublié le numéro du chapitre. 12. 13. On a déjà fait 12 chapitres? Waouh! Alors.
chapitre, t'es sûr, hein, c'est 13. Comment on écrit un chiffre romain? D'accord, donc c'est xi. Chapitre 13. Ça va être un chapitre intéressant, comme les autres, hein, mais celui-là, je sais qu'il est un peu particulier. Ça s'appelle comme ça. Équation. Alors, non pas différentielles, non pas algébriques, mais on va les appeler les équations paramétriques. Équation paramétrique. Équation paramétrique des droites. Donc, merci de prendre ce type de chapitre. Je vous rassure, ce n'est pas un chapitre avec beaucoup de contenu, c'est plus un chapitre qui est focalisé sur l'apprentissage d'une technique calculatoire. Mais ne vous en faites pas, il y a aussi une partie de imagination. Alors, pour cette raison, aujourd'hui, je vais me concentrer sur essayer de vous faire passer le concept principal derrière tout le chapitre. Alors, ce concept est très simple. Et vraiment, je ne peux que souligner le fait que tout ici suit une logique implacable qui est proche de ce que vous attendez à ce qui se passe. Et en effet, quand on était dans l'espace, nous avons souvent parlé de droite. Et on a aussi parlé de plan. Sauf que vous voyez, pour le plan, on a été capable de donner une équation. Et on l'a appelée ça l'équation cartésienne. C'est dommage qu'on n'ait pas fait ça pour les droites. Autrement dit, on n'a pas donné d'équation cartésienne pour les droites. En effet. C'est dommage. Alors, c'est pas parce que ça n'existe pas. Ça existe, mais en général, on ne le fait pas en lycée parce que l'équation cartésienne pour une droite, c'est un peu compliqué. Cependant, il existe une technique qui s'appelle l'équation paramétrique que l'on peut traiter donc dans le cas d'une droite. Et c'est plutôt faisable. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Donc ici, le but, ça va être de donner, comme on l'a fait pour les plans, hein, avec l'équation cartésienne, hein, de donner donc une description avec une équation, donc une description qu'on appelle algébrique, donc par le calcul, hein, des droites de l'espace. Et pour voir donc une droite de l'espace, je vous conseille de prendre un petit moment d'imagination et de non pas penser à une droite comme donc cet objet infini qui suit une ligne droite jusqu'à l'infini, mais imaginez d'être en train de parcourir une droite un point à la fois. Je m'explique. Faites-vous un instant dans votre tête l'image suivante. Vous êtes levé ce matin, vous étiez très en forme, et donc voilà, vous avez pris votre arc préféré. Et vous lancez une flèche. Alors, si vous faites cette opération, imaginez pour un instant qu'il n'y a pas beaucoup de gravité. La flèche que vous lancez va suivre la direction que vous lui donnez. Elle va commencer sa vie dans un point spécifique, un point que je ne fais pas bouger. Hein. Je vais dire que je vais le fixer. Hein. Donc imaginez que je me mets là, je fixe ce point-là. C'est le point de départ de ma flèche. Tout mouvement a besoin d'un point de départ, on va pas se le cacher. Hein. Je vais appeler ce point-là le point A. Ensuite, j'ai ma flèche. Et au départ, donc, la flèche, elle se trouve sur le point A. Vous êtes bien d'accord sur ça? Juste après, je laisse la corde élastique
se propulser dans l'espace et la corde, avec sa tension, va propulser donc la flèche. Pour un instant, encore une fois, ayez cette image en absence de gravité. Alors, si j'oublie pour un moment qu'il y a la gravité, la flèche va partir dans une direction qui est donc une droite. Donc, la direction est donnée par le vecteur composé en gros par la flèche elle-même. Le vecteur, donc c'est le vecteur direction que moi, la personne qui lance la flèche, a décidé de lui imprimer. J'aurais pu pointer, par exemple, je ne sais pas, là-haut, en bas, comme ça. Vous voyez, j'avais plein de possibilités, mais voilà, j'en ai choisi une. Et ensuite, la flèche, elle va parcourir, une fois qu'elle sera partie, la flèche, elle va parcourir cette trajectoire rectiligne. Donc, pour récapituler, pour lancer ma flèche, j'ai eu besoin de deux choses, globalement. Un point de départ, un point fixé que j'ai appelé A, une direction qui est donc donnée par un vecteur que je vais appeler le vecteur U. D'accord ? Encore une fois, ce vecteur U, j'aurais pu le choisir ici, ici. Vous voyez, chacune des directions orangées, c'est une direction différente, d'accord, que j'aurais pu choisir pour ma droite. Et enfin, dernière chose, alors ça, c'est les deux éléments que je dois fixer. Et après, il y a un élément que je ne dois pas fixer. C'est le fait que la flèche va être propulsée. Elle va suivre donc une trajectoire. Et là, il y a un concept de mouvement, vous voyez. Moi, j'aimerais bien modéliser la flèche et sa position, du coup, tout le long de sa trajectoire. Et dans ce concept, il y a une variation. Et une variation, ça s'exprime en mathématiques avec une variable. Variation. Parce que je dois pouvoir la varier, cette position de la flèche. Alors, maintenant que vous avez tout ça en tête, je vais vous donner une définition que je vais écrire juste en dessous. Et j'espère que vous retrouverez un certain parallélisme. D'accord ? Définition. Soit A de coordonnées XA, point virgule, YA, point virgule, ZA. Un point de l'espace. Puis j'ai besoin d'un vecteur U, on l'a dit. Donc U, ça va être un vecteur dont les trois coordonnées, sans trop de... Il y a un problème, hein? C'est quoi après YA? ZA. Pardon, j'avais mal écrit. C'est mieux comme ça? Ok. Donc soit A, X, A, Y, A et Z, A, un point de l'espace. Et soit le vecteur U de coordonnées, je vais les appeler facilement, U1, U2 et U3. Voilà, basique. On ne va pas se compliquer la vie. Ici, je fais une description avec voilà, des lettres, mais quand même simple. Donc un vecteur de l'espace toujours, évidemment, parce que je travaille là-dedans. Et enfin, je vais prendre T. Donc T appartenant à R, un paramètre variable. Je dois malheureusement m'interrompre là pour notre petite pause. Bon. Je vais terminer la définition juste après, ok? À tout de suite alors.